for a painter, the mecca of the world for study, for inspiration and for living is here on this star called Paris. Pour moi, Paris représentait le centre du monde, il le représente toujours. En 1950, je pensais que seulement à Paris, je pouvais trouver les sommets. D'être à Paris, véritablement, comme disait Hemingway, pour moi c'était une fête en 1958. Les autres étrangers qui viennent en France sont des étrangers qui sont appelés par les gouvernements qui se succèdent parce qu'on est dans la période de la reconstruction de l'économie. Cette ouverture, elle est décidée aussi par le gouvernement pour les artistes, pour les écrivains, pour les musiciens. Pourquoi? Parce que autant il faut reconstruire la France économiquement, il faut la reconstruire aussi culturellement. Et donc les artistes sont les bienvenus. Est-ce que c'est parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont aussi désireux de pratiquer l'autobiographie? C'est possible. C'est possible parce que pour certains, l'arrivée à Paris n'a pas toujours été facile. Une artiste hongroise, par exemple, qui s'appelle Judith Rayol, elle essaye 8 fois de traverser la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, parce qu'elle est à l'époque couverte de barbelés, on est en 1950, elle n'y arrive qu'à la 9e fois. Donc quand elle évoque dans ses tableaux un personnage qui franchit une porte, elle a pu le dire, ça peut être Lazare, mais ça peut être aussi elle-même. L'expatriation se traduit évidemment d'une manière très différente selon les artistes. Cette vision à fait noire se reflète effectivement dans ses œuvres. Le tableau qui s'appelle Les Limbes représente des bébés et on ne sait pas si ces bébés se forment ou se désagrègent. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux qui est une vie qui est à la fois minérale, animale et humaine. Et c'est une des questions fondamentales que pose Dado quand il représente ces personnages qui semblent toujours se désagréger ou se transformer de façon plus ou moins monstrueuse. Dans la remémoration, on a aussi des artistes politiques. Je pense par exemple à Arroyo, qui fuit l'Espagne en 1958 par haine du franquisme et dont la peinture est imprégnée d'opposition au franquisme. Alors, c'est une opposition très ironique, très méchante. Lui-même parle d'obsession d'Espagne à son propos. Je crois qu'avoir pas uniquement une obsession. Il y a des gens qui sont obsédés par les fleurs ou par les champignons, d'autres par leurs conditions ou par leur propre vie. Et moi, c'était l'Espagne. Il se représente lui-même en enfant de Velázquez, comme un bébé dans les bras de Velázquez. C'est un tableau qui s'appelle Velázquez mon père, donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il y a la guerre civile derrière. C'est un tableau un peu ironique, mais enfin attendrissant vis-à-vis de lui. Enfin. Je suis arrivé le 1er avril à Paris. Alors la première chose que je fais, après-midi, je suis allé au Louvre. Tout de suite? Tout de suite, après-midi. Zhao Wuqi, qui a fait son voyage de 33 jours de Shanghai à Paris, découvre une peinture gestuelle à l'huile, abstraite, qui évidemment est assez éloignée de la peinture chinoise. Et donc il hésite, il est entre deux mondes en quelque sorte. Et peu à peu, il s'habitue en fait à travailler avec ces deux liens. Et peu à peu, effectivement, sa peinture évolue. Et le premier tableau qu'il estime abstrait dans sa création s'appelle Vent. Les signes chinois qui semblent ressembler à des idéogrammes, en fait, ne sont pas des idéogrammes. Ce sont des purs signes abstraits, gratuitement installés par l'artiste sur le tableau. C'est un exemple d'hybridation. On pourrait citer John Mitchell, qui vient des États-Unis, expressionniste abstraite, et qui, en arrivant en France, peu à peu, retrouve le sens du paysage. Le Small Garden, qui est un tableau qu'elle peint dans son atelier de Véteuil, à côté de celui de Claude Monet, évoque simplement le paysage, avec au centre un grand disque jaune qui évoque le soleil, évidemment, et sur le côté, des grandes traces gestuelles bleues qui évoquent évidemment la végétation. L'hybridation est fondamentale. Un autre exemple, c'est l'exemple du Marocain Cherkaoui. Il est à Paris à partir de la fin des années 50. Il a une formation d'artiste plutôt calligraphe, mais de calligraphie arabe. Et il découvre qu'un artiste français réputé, qui s'appelle Roger Bissière, fait des tableaux avec des petits signes. Et ça lui évoque les petits signes qui sont sur les tatouages marocains et sur les poteries marocaines. Et il se dit, voilà, j'ai trouvé ma voie à travers cette association de peinture à signes occidentale et de peinture à signes marocaine.
Donc vous voyez que l'hybridation, elle est multiple. Une autre façon pour les artistes de travailler à Paris, c'est aussi d'accepter de découvrir un monde dont ils ne se sentent pas tellement familiers. Je pense par exemple à un artiste comme Hérault. Hérault est islandais, il arrive à Paris. Et là, il découvre un monde qui est tout à fait dans l'ambiance des 30 Glorieuses, avec des revues d'art, avec des revues de mode, avec des photographies aguichantes de mannequins, etc., etc. Et en même temps, il voit que ce monde, c'est aussi un monde de l'usine, dur, c'est aussi un monde des HLM, pas si facile que ça. Et il associe en fait dans ses premiers collages à la fois des images flatteuses du Paris de la mode et des images beaucoup plus dures d'expérimentation sur les animaux, de machines, de travail industriel, etc. Et il montre que finalement, les 30 Glorieuses ne sont pas forcément si glorieuses que ça, en fait. Le fondateur de ce mouvement, si j'ose dire, à Paris, dans les années 40, c'est Victor Vasarely. Vasarely considère qu'on peut élaborer un langage qui transcende les frontières. Il appelle ça l'alphabet plastique, c'est-à-dire un monde de formes et de couleurs simples, primaires, qui sont ensuite déclinés de façon strictement scientifique. Cette invention de Vasarely va être ensuite utilisée par d'autres artistes qui vont arriver, en particulier d'Amérique latine. Je pense à Julio Leparc, qui vient d'Argentine. Leparc utilise des formes très simples, des sortes de cibles ou des carrés très simples que n'importe qui pourrait faire, et c'est volontaire. Les artistes qui sont favorables à ce type de langage universel sont forcément des adversaires de l'exotisme et du primitivisme. Pourquoi? Parce que être un adversaire de l'exotisme, ça veut dire refuser d'être cantonné dans un monde d'où on vient et on veut le maintenir. On ne peut pas dire dans l'actualité que le vrai artiste latino-américain, c'est un indigène qui est caché dans les Mato Grosso. C'est ce que craignait aussi Zaouki, c'est d'être le chinois de service en fait, dans les expositions. C'est-à-dire depuis que je suis en France, je deviens un Chinois, si vous voulez. Pour d'autres, ça a été plus difficile, c'est sûr, parce qu'ils n'étaient pas forcément compris dans leur complexité. Autant ils étaient admis dans les salons en expo collective, autant les expositions individuelles étaient beaucoup plus difficiles, parce qu'on voulait leur donner une place qui était une place en fin de compte étroite. Et ils ont dû lutter contre l'étroitesse de cette place. L'école de Paris, telle qu'on l'imaginait dans les années 45-50, telle que l'imaginaient les critiques, c'était une école qui continuait finalement le cubisme, le surréalisme, l'abstraction telle qu'on la connaissait avant-guerre. Et ces artistes-là n'ont pas cette espèce d'attachement, je dirais, filial au cubisme ou au surréalisme, ce qui veut dire qu'ils élargissent la focale, ils élargissent le point de vue. C'est clair que Matisse et Picasso, c'est des exemples extraordinaires, mais qu'il faut à un moment se décaler vis-à-vis de ces maîtres-là. Et on peut le faire plus facilement quand on est un artiste étranger. Penalba le dit. Alicia Penalba vient d'Argentine et elle dit « Moi, je considère que j'aide en fait les artistes français à se débarrasser de cette filiation trop lourde que les Français avaient vis-à-vis des grands maîtres de l'avant-guerre. » Je considère personnellement que l'apport spécifique des artistes étrangers à l'histoire de l'art parisienne, française, est fondamental.